En Europe centrale et orientale, aucun des 21 États membres de la francophonie n'a le français comme langue officielle ou comme langue usuelle. Réunis un petit peu plus tard ce soir, on a la Lettonie, Et pourtant, il existe une jeunesse francophone dynamique, engagée et passionnée par les enjeux géopolitiques de la région. Vous m'entendez toutes et tous? Ok. La représentation de l'OIF en Europe centrale et orientale a souhaité offrir à ces jeunes l'opportunité de se rencontrer pour se découvrir des affinités intellectuelles et artistiques. Des visions parfois différentes, mais des aspirations communes. Réunis pendant 5 jours sur le campus de Polytechnica Bucarest, ces 64 jeunes femmes et jeunes hommes de 13 pays différents ont pu échanger avec des personnalités politiques, des ambassadrices et ambassadeurs et des experts francophones internationaux. Une semaine de sensibilisation aux défis régionaux actuels, qu'ils soient géopolitiques, technologiques ou sociétaux. L'initiative a germé dans nos cerveaux à partir du moment où la secrétaire générale s'est déplacée dans la région. Elle a rencontré des étudiants à plusieurs reprises, je pense notamment à ses missions en Arménie et en République de Moldavie. Et il y a vraiment une idée qui est apparue de ces discussions avec les étudiants, c'était qu'il y avait vraiment une soif de mobilité. Je n'ai jamais oublié mon échange avec la jeunesse de Moldavie, qui voulait découvrir un peu plus les jeunes de la région et la francophonie du monde. Et donc, chères étudiantes, étudiants qui participent à cette université d'été, je tiens à vous saluer chaleureusement et à vous dire à quel point je suis heureuse d'être ici avec vous, parce que vous, la jeunesse de notre espace francophone, vous êtes la cible de nos activités, vous êtes le cœur de la francophonie. Et au-delà de cette région, Madame la ministre le sait bien, notre espace francophone se définit par la jeunesse. La langue française, on ne le comprend pas que dans le contexte de la France. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, et en effet qui appartient à nous, à tout francophone, que ce soit arménien, bulgare, du Congo ou de n'importe quel autre point. Juste une question pour vous. Votre conseil de votre peut-être expérience personnelle qui concerne la carrière de diplomate? Tu fais quelque chose pour ton pays. Donc toujours tu représentes ton pays à l'extérieur. Tu as une responsabilité et tu dois être très fier de tout ce que tu peux faire. Donc, pour moi, c'est un métier que j'aime beaucoup. Merci. Donc, bonne chance. Là, j'ai hâte pour les diplomates parce que je veux être diplomate. C'est trop intéressant. Le truc, c'est que je suis timide et là-bas, j'aime pas poser des questions. Donc, je pense pas que je vais oser poser quelque chose, mais j'écoute comme ça, j'apprécie. Je pense que le b.a.-ba de la diplomatie, le métier de base, c'est d'essayer de faire comprendre à sa capitale, donc chacun d'entre nous a une capitale, ce qui se passe dans le pays où on est accrédité, où on est envoyé. Parce que depuis la capitale, on ne comprend pas ou on comprend mal. Ça, c'est ma conviction. On ne peut pas comprendre Bucarest et la Roumanie depuis Paris. C'est un rainbow d'activities, ce métier diplomatique. Parce qu'on sort de nos pays et on vit dans un autre pays pendant un moment. Donc on a aussi cette occasion de vivre, de comprendre les rouages politiques dans un autre pays, les traditions. Et ça nous enrichit et ça nous permet dans le poste qui vient après de donner encore plus de nous-mêmes. Étant une femme ambassadrice, est-ce que vous pensez que la présence des femmes en diplomatie a apporté quelque chose de particulier à ce domaine-là ou pas? Je ne pense pas que la personne est bien, regarde si c'est un homme ou c'est une femme, si c'est quelqu'un qui est qualifié. Même si on ne va pas changer la façon, mais on doit être là parce qu'on est la moitié de la société, on a le droit à être partout, que ce soit dans la diplomatie, dans l'armée, dans tous les métiers. Si on est qualifié, dans la politique, on y est. Donc comment on arrive que à l'école, les femmes sont les meilleures élèves, à l'université, les femmes sont les meilleurs élèves,
on commence le marché du travail, il s'avère que les hommes sont meilleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment gérez-vous les crises diplomatiques et quelle stratégie vous utilisez pour désamorcer les tensions qui existent pendant ces crises diplomatiques? Je voudrais vous féliciter pour le niveau de vos questions et pour, je dirais, votre écoute qui a permis à ces questions d'émerger. Et ça augure pour vous tous d'un bel avenir que je vous souhaite, merveilleux, riche. Ne vous inquiétez pas, la féminisation de la diplomatie est en marche. Si je prends le cas du Maroc, près de la moitié des consuls généraux sont femmes. Et près du tiers des ambassadeurs sont femmes, et ça continue. Le contexte actuel, je crois que c'est pas mal quand on parle de fausses informations, de la méfiance, de la défiance qu'on peut avoir à travers, par rapport aux médias. Je crois que c'est pas mal de dresser un peu le bilan, le contexte actuel. Et donc c'est ce que je dis, c'est que le monde des médias, de manière générale, pour le moment, vit une période de défiance de la part du public. Et cela vient de plusieurs facteurs, de plusieurs choses, notamment de la masse de fausses informations, et vous allez le voir, donc ce que j'entends par fausses informations, c'est un terme qui est très générique, à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, et ce qui nous amène à aller chercher l'information autre part que via les canaux médiatiques dits classiques. Donc quand j'entends classique, ben, c'est le journal que votre grand-père peut-être ouvrait le matin sur la table à manger, c'est la radio, c'est la télévision. Et donc ce que j'entends par autres moyens, autres canaux médiatiques, ben, bien sûr on pense notamment à l'Internet et aux réseaux sociaux. Ça peut s'avérer dangereux dans certains cas et on va bien sûr en parler. Étant donné que parmi les États européens se trouvent des projets politiques qui cherchent à privatiser tous les médias, pensez que c'est encore d'actualité d'avoir des médias publics, médias d'État, ou c'est plutôt opportun d'avoir que des médias privatisés? Est-ce que vous pensez que c'est encore faisable de nos jours d'avoir des médias qui sont neutres? Nous tous, nous sommes des créateurs de contenu. Ce que je trouve difficile, c'est de faire la distinction entre les créateurs, disons, légitimes, qui ont une formation, soit qu'ils sont des journalistes ou des scientifiques qui publient une information, ou quelqu'un qui a des études et qui peut se prononcer là-dessus, et ceux qui ont gagné leur légitimité vu leur présence dans les médias. J'aime bien l'exemple du Washington Post, parce que je pense que c'est là où on va donner cette légitimité. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un qui a déjà oreille dans le métier, chez les jeunes, que les jeunes apprécient, un TikToker célèbre, et on va le former justement pour donner de l'info politique. Donc c'est-à-dire qu'on garde les codes, on garde la manière de créer du contenu, donc c'est-à-dire qu'on ne change pas grand-chose en fait. On garde le gars que les filles et les garçons aiment, mais par contre on dit viens travailler avec nous, et nous ce qu'on va faire c'est que tu vas être suivi par un journaliste de politique qui va t'apprendre à comment faire du contenu. Évidemment je prêche un peu pour ma chapelle, je reste un journaliste, donc je vais toujours dire retourner vers les médias traditionnels, mais c'est à nous aussi de faire l'effort d'inclure des médias un peu moins traditionnels et une façon de communiquer qui est différente. J'étais très intéressée par le sujet de l'influence étrangère. Donc, c'était une possibilité d'apprendre davantage sur la guerre hybride, sur la désinformation. Et en même temps, c'est aussi un lieu de partage et de diversité unis par une même langue, qui est le français. Aucun pays de la région n'a le français comme langue officielle. Et nous, ce qu'on a voulu, d'une certaine manière, c'est un peu briser des idées reçues. Donc, généralement, quand on apprend le français dans la région, on veut aller en France. À la rigueur, on veut aller en Belgique ou en Suisse, voire au Canada. On sait aussi qu'on peut aller en Afrique francophone. Mais soit, on n'a pas idée, comme étudiant arménien ou étudiant albanais, qu'on va pouvoir utiliser la langue française pour communiquer avec d'autres jeunes de la région. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de montrer que voilà, tu es un jeune arménien, tu peux parler en français avec des jeunes polonais, des jeunes roumains, des jeunes serbes. Et ça, je crois que c'est quelque chose de particulièrement important. Le 28 février 2022, la Turquie a interdit à tout navire militaire d'entrer dans la mer Noire. Et cela a été d'une importance cruciale pour le déroulement de la guerre en Ukraine, parce que non seulement la Turquie a empêché les navires militaires de la Russie d'entrer par le détroit, mais aussi les navires de l'OTAN. Est-ce que le fait que la Turquie joue ce double jeu, étant un allié de l'OTAN, alors qu'elle ramène ou elle essaie d'effectuer son propre jeu géopolitique,
est-ce que cela n'empêche pas le travail de l'OTAN? Est-ce que l'OTAN, il n'y a pas un moyen pour contraindre la Turquie à se positionner avec le bloc occidental? Et j'aurais une question concernant l'influence de la politique, surtout de la géopolitique des pays de la mer Noire envers les pays des Balkans occidentaux. De nos jours, je pense qu'on peut plus se permettre de ne connaître qu'une seule langue internationale. Je pense qu'il faut au moins connaître 2 langues internationales. Alors, il y a 6 langues officielles des Nations Unies, mais dans ces 6 langues officielles, je pense qu'il y en a 2 qui sont particulièrement importantes en Europe. L'anglais, évidemment, on ne va pas discuter là-dessus. Je pense que c'est assez clair. L'anglais a pris une importance telle que, voilà, on ne peut pas contourner cette langue. Mais le français vient directement après. On va décider sur un domaine et un sujet spécifique pour chaque équipe de traiter les atouts et les risques de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on va discuter ensemble, on va faire comme un brainstorming sur ce sujet. Économie du temps, puisqu'on peut faire une analyse de 2 jours en 2 secondes. On fait le système juridique individuel ou général pour tout le monde? Le juge va analyser soi-même et par sa conviction intérieure, faire sa décision. Comment ça s'appelle? L'empathie? Dans la médecine, tout d'abord, l'IA, c'est très efficace et c'est plus efficace que les êtres humains. Pendant des opérations qui durent longtemps, l'être humain, il a toujours cette difficulté de continuer à travailler sans faire des fautes, avec plus d'efforts. Tandis que le robot, c'est beaucoup plus facile pour lui. Il n'a pas de sentiments, mais aussi c'est un inconvénient puisque l'empathie n'est plus là. Les robots ne sont pas empathiques. J'ai une question pour vous, comme pour chercheuse dans ce domaine. Est-ce que l'empathie peut être programmée prenant en compte que le cerveau est une grande machine, un grand ordinateur, mais biologique? Est-ce qu'il y a un programme pour l'empathie? Est-ce qu'elle peut être programmée? Une très bonne question, mais non, les machines n'ont pas d'empathie. C'est très difficile de la programmer parce que l'empathie n'est pas seulement quelque chose comme un algorithme. Je pense que c'est une des caractéristiques humaines qu'une machine ne pourra pas prendre. C'est assez intéressant de retrouver des jeunes comme moi qui sont intéressés des mêmes choses, qui ont les mêmes envies, les mêmes buts, mais également qu'on a différents points de vue, ce qui est extrêmement important dans ce que j'aimerais bien faire comme métier. Donc vous allez avoir 2 colonnes. Une première colonne ici avec différentes catégories de personnes, différents groupes, et une deuxième entrée avec différentes situations. La consigne, c'est de voir ce que vous accepteriez par rapport à ces différents groupes dans ces différentes situations. Je me suis basée sur, on peut dire, le concept de ma vie privée, c'est-à-dire si c'est un peu loin de moi, je tolère tout, mais si ça entre dans ma vie, il y a quelques types ici que je ne vais pas tolérer, on peut dire comme ça. Stéréotypes, préjugés, vous arrivez à faire la différence entre les deux, oui? Par exemple, sur certains types et groupes de personnes, c'est juste un choix qui est déjà imposé inconsciemment. Et ce sont des groupes de personnes qui ont été choisis notamment à travers les préjugés. L'idée, c'est pas de critiquer les stéréotypes parce que les stéréotypes, ils sont nécessaires. Je veux dire, c'est des bases de référence dont on a tous besoin sans lesquelles on se retrouverait mise à mal, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, tu as des appréhensions parce que tu es complètement sur l'inconnu, et ce qui fait que tu es un peu moins dans l'inconnu, ce sont tes stéréotypes. Après, là, ce qu'il faut déconstruire comme processus, c'est le passage aux préjugés, et surtout des préjugés à la discrimination. Au final, quel est l'intérêt d'être tous d'accord ou de faire semblant d'être d'accord si on a une opinion qu'on peut, on peut argumenter, pourquoi ne pas l'exprimer, surtout avec des jeunes qui sont potentiellement ouverts d'esprit, potentiellement on peut échanger des idées, c'est complètement productif au final. Ici, j'ai rencontré des gens de nationalité que je n'avais jamais rencontrés avant. Donc je pense que sûrement on va garder les contacts.